y avait une très belle phrase que j'avais entendue dans je ne sais plus quelle œuvre médiatique, mais qui disait montrer à la population un problème et il va s'y habituer. Il- tant qu'on n'apporte pas une solution, en fait, on peut faire toute la prévention toute la prévention qu'on veut autour du réchauffement climatique. On n'arrivera pas à provoquer finalement peut-être ce changement de fond qu'on a envie de voir. On a envie de voir arriver. C'est vraiment se rendre compte que malgré tout, on vit un peu comme des petits Louis XIV, même si on a entre guillemets, un mode de vie assez sobre en Suisse, on vit comme des petits Louis XIV. Il suffit de discuter avec la génération de nos grands-parents pour se rendre compte que eux, durant leur jeunesse, n'avaient ni frigo, ni chauffage central, même des fois pas d'eau courante, et que tout ce confort en fait, qui a été amené par l'abondance énergétique est relativement récent, et qu'on prend plein de choses pour acquis alors que finalement, tout peut sauter assez vite. Sans pour autant avoir un discours catastrophique, il y a pas mal de choses voilà, qu'on a pris pour acquis. Et puis, typiquement, le fait d'avoir à manger sur la table, c'était une chose qui n'était pas évidente pendant très longtemps, même pour nos grands-parents. Et le fait de cultiver sa propre nourriture, de faire des réserves, c'est quelque chose qui a été évident pour la plupart de nos ancêtres jusqu'à très récemment. C'est très récent qu'on vive sous perfusion comme on vit aujourd'hui. J'ai effectivement du coup je dirais une vision assez complète, ou enfin aussi complète que possible pour moi en tout cas, de la situation dans laquelle on est au niveau mondial et régional en fait. Et du coup, bon, bah, c'est préoccupant. C'est quelque chose qui m'a réellement fait flipper. Je pense qu'en fait, quand on est justement plongé dans ces données, on réalise assez vite que la fin, ce sera assez clair. On va se retrouver dans une situation où il y a des gens qui vont être probablement dans une situation extrême où ils auront de la peine à trouver de la nourriture. Il faut à la fois lutter contre le réchauffement climatique, il faut créer du lien entre les gens, il faut diminuer autant que possible, enfin, essayer de régénérer le vivant, donc diminuer la perte de biodiversité. Enfin, et avec une forêt-jardin, on peut faire tout ça, et en plus on peut se nourrir. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est une évidence, et j'espère vraiment que ce projet rencontrera du succès, et j'espère aussi surtout que beaucoup de gens auront envie en fait de tester leur propre projet, et qu'on va tous comme ça aller dans la direction qui est, à mon avis, la plus pertinente en ce moment, au niveau en tout cas de ce que peuvent faire les gens. Les gouvernements ont d'autres options, mais les gens, je pense, c'est un peu l'option la plus pertinente qu'ils puissent prendre. Concernant les rendements d'une forêt-jardin, c'est une question qu'on nous pose souvent et qui est légitime, parce que le but c'est quand même de nourrir des gens. Il y a une étude qui est sortie en 2018 ou 2019, je ne sais plus, de toute façon on met le lien, qui parle de 6 personnes par hectare pour une étude de cas en Écosse. Est-ce que les forêts-jardins peuvent être faites en montagne ? Parce que c'est un argument qui est souvent avancé. Oui, mais on n'a pas le choix de faire de la production de lait parce que c'est en pente, et puis on ne peut pas faire de culture en pente. Alors, y a une réponse toute simple à ça, en fait, il n'y a qu'à voir les vignes. Les vignes dans le Valais qui sont faites sur des pentes, des fois, il faut presque une corde pour monter ces pentes, tellement c'est pentu. Et en fait, ce qui est la différence entre ces terrains-là et les collines pentues de chez nous où on ne peut pas faire autre chose que du lait, c'est la mécanisation. C'est le fait de mécaniser qui a fait qu'on ne peut plus faire autre chose que de la production animale sur des terrains jugés comme pentus. Donc en fait, si on revient entre guillemets, parce que ça peut être une évolution, vers des systèmes plus intenses en travail manuel, on peut se détacher de cette mécanisation lourde et qui demande justement des terrains relativement plats. Et donc, on peut aller utiliser des terrains qui sont complètement inenvisageables actuellement.
Et donc, c'est des techniques, des connaissances agronomiques qui doivent être intégrées dans nos modes de vie, en fait. Et en faisant ça, on réduit la pénibilité, la quantité de travail, et puis la beauté aussi. Le fait de travailler dans des systèmes agroforestiers, c'est juste... il n'y a pas vraiment de mots. Faut visiter des endroits comme ça où on voit plusieurs étages de végétation, où on se dit, mais dans cet endroit, il y a tout qui est comestible, ou qui produit des fruits comestibles. Et en gros, il n'y a plus qu'à se servir, quoi. Et après, tout ce qu'on veut en plus, si on veut du blé, pourquoi pas, on fait une petite clairière, on dégage un endroit, puis on sème notre petite monoculture de blé pour faire notre blé, pour faire notre pain. C'est pas impossible. On peut tout imaginer. C'était un peu ce saut dans le vide, le fait de pas savoir exactement dans quoi je me lançais, et puis de dépasser ces peurs, ces craintes de l'inconnu, en fait, mais tout en ayant cette certitude profonde, en fait, que ça allait donner quelque chose, même si ça prend et ça va prendre encore du temps, des années. On va passer par des échecs, mais je pense que la leçon que je retire, en tout cas déjà maintenant, après une année de ce projet, c'est que il faut oser se lancer et puis qu'on apprend vraiment de ses erreurs et que la zone de confort qu'on pense être confortable, mais que ce soit dans tout domaine de sa vie, en fait, c'est pas forcément le réel confort et c'est pas... Je pense qu'on peut vraiment aller au-delà de ça pour être plus en accord avec soi-même et son environnement. Et ça fait de plus en plus sens pour moi de me reconnecter à la nature et à mon environnement et puis de me connecter à d'autres personnes. On en revient à cette intelligence collective, mais au-delà de juste les êtres humains, mais on prend conscience qu'on fait vraiment partie d'un système et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer et faire évoluer les choses pour nous et pour la société et pour l'environnement. Et puis à terme, c'est vraiment ce qui va nous porter et puis nous rendre la vie plus simple, en fait. Je suis convaincu que la réponse à ça, c'est pas de faire ça seul dans son coin, mais je pense que des projets collectifs sera de plus en plus de sens pour assurer en fait, les besoins essentiels qui sont aujourd'hui assurés par l'abondance énergétique des énergies fossiles. Et je pense qu'il est vraiment grand temps d'arrêter de vivre comme si tout était évident, comme si tout allait durer comme ça sur le long terme, et puis de chercher un peu à prendre en main ce qui est essentiel pour nous. Produire de la nourriture avec le moins d'énergie possible, je pense que ce sera essentiel pour l'avenir. C'est en collaborant à un projet, en essayant de construire quelque chose, qu'on arrive finalement à tirer vraiment toutes ces... C'est ça que j'entends par intelligence collective, toutes ces capacités, toutes ces ressources finalement des gens. Et c'est à mon avis ce qu'un tel projet nous permet de faire. Effectivement, je suis assez bien placé pour le dire parce que je viens d'un background qui n'a absolument rien à voir avec l'agroécologie, avec la nature même en fait en général. Et pourtant on est quand même là. Et ça nous permet quand même de continuer à apprendre des choses. Et en fait du coup ça me fait un peu réfléchir à ça. C'est vrai que là on va peut-être aller au-devant de modifications structurelles dans la façon de fonctionner de la société qui vont être assez énormes, des bouleversements assez énormes. Et je crois qu'avoir quelque chose, c'est Dominique Bourg qui en parlait justement dans une interview, avoir déjà des petites structures qui existent, ce sera peut-être quelque chose qui va aussi nous permettre de relancer un peu le fait de faire communauté entre nous. Et du coup, à ce niveau-là, on aura, je veux dire, c'est pas toute la société qu'on va laisser, enfin, justement, c'est toute la société qui sera concernée et on ne pourra pas laisser des gens dans le carreau. Du coup, forcément, on peut venir de plusieurs backgrounds, on peut être dans un projet collaboratif comme ça, on peut toujours être utile. Et
on peut toujours s'y mettre, apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouveaux savoir-faire. Je pense qu'actuellement, on n'a vraiment aucune excuse en fait pour pas se lancer parce que dans tous les cas, il y a plein de choses positives autour pour que ça se passe bien. Il faut juste laisser faire le temps, commencer maintenant, mais donner une chance au temps de faire les choses. Donc c'est aussi un message aux particuliers qui ont un jardin, un balcon, un terrain. Même si cette vidéo risque de sortir en août, donc c'est un peu tard, mais commencer sérieusement à apprendre le jardinage. Déjà cette année, mais pour l'année prochaine, ou apprendre les techniques, acheter des livres, renseignez-vous. C'est des pratiques qui vont être cruciales pour ces 10-20 prochaines années.